Bonjour. Donc, bienvenue dans ce 5e épisode. Ouais, ça fait déjà 5 semaines qu'on a commencé, c'est pas mal. Aujourd'hui, il y a que moi et Théo. Seif est absent puisqu'il est en train de se préparer pour débarquer en France, à Paris plus précisément. Et du coup, aujourd'hui, il y a que nous 2. Je vais profiter pour faire peut-être une petite, révision de ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières semaines, qu'est-ce que ça a évolué au niveau de notre structure. On va commencer par faire ça en premier. Après, on va parler, aujourd'hui, on va parler de chatbot et de l'évolution et des nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître et qui sont déjà disponibles un peu partout en open source. Euh, on va finir donc la journée, le podcast, sûrement en train de parler d'outils basés sur l'IA. Mais donc d'abord, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis le début de la société jusqu'à aujourd'hui, où on en est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on envisage par la suite. Bonjour Théo. Bonjour. Très bien. Donc c'est lui qui m'accompagne aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Compagnia? Donc, comme on vous l'a déjà dit, on a créé la société au début du mois d'août, début-milieu du mois d'août. Derrière, on a eu de la chance parce qu'on a tout de suite accroché avec 2 contrats. Ces 2 contrats, en fait, nous ont permis de déployer pas mal de ressources et de pas mal travailler, mais le problème, c'est qu'on a oublié un truc tout simple. On a oublié qu'après ces contrats, il fallait d'autres choses à faire. C'est pas qu'on l'a oublié, c'est qu'on était complètement débordé en soi. Donc aujourd'hui, on est en train de se redresser, de recréer entre guillemets une offre, parce qu'on a aussi un peu changé notre, on est en train de légèrement changer notre stratégie. Et puis le but étant de offrir une offre qui soit intéressante et qui puisse permettre aux clients de tester tous les tous les outils et toutes les compétences qu'on a au sein de l'entreprise. En parallèle, on est en train de mettre des imageries qui ont été générées par Noura sur une plateforme de vente d'images, tout simplement. Donc, pour ceux que ça puisse intéresser, dès que ça sera mis dessus, on viendra et puis on l'annoncera soit ici, soit sur LinkedIn, soit les deux même. En même temps, moi de mon côté, j'ai pas mal regardé pour démarrer une chaîne sur YouTube et sur TikTok. Je suis en train de regarder comment on peut faire ça au mieux parce que je crée pas mal de contenu en format vidéo et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire ça. Donc voilà un petit peu en résumé. Notre site, il arrête pas de changer, notre site web, parce qu'en fait, on a voulu faire le copywriting avant d'établir une stratégie à long terme, mais ça ne colle pas. Donc on a refait. Et pour finir, on se dit stop. Donc là, on va refaire une stratégie plus long terme au niveau de l'entreprise pour pouvoir faire un copywriting correct. Donc voici un résumé de ma part par rapport au général, par rapport à moi au niveau privé, au niveau personnel, pas privé, donc au niveau personnel au sein de Companion. Ce qui s'est passé donc depuis le début de la société, même voire un peu avant jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'est que donc mon offre, elle a beaucoup évolué. Au départ, j'étais concentré davantage sur le coaching one-to-one, donc tête-à-tête avec des clients. De plus en plus, je me rends compte que oui, c'est très bien ce que je fais, les gens ils sont très contents, mais d'un autre côté, on ne peut pas répondre à toute la demande qu'on reçoit. Et donc, on est parti avec Théo. Là, on fait tous les vendredis sur LinkedIn en live concernant l'AI. On va gentiment démarrer avec des lives concernant euh, le coaching, développement d'unité, développement d'entreprise et développement aussi personnel. Ça, dès qu'on sait la date du démarrage, on l'annoncera, c'est clair, mais on compte dans les semaines qui viennent. Et ensuite, du coup, mon offre, elle est en train de légèrement changer. Je suis en train de beaucoup plus m'axer sur la partie formation parce que je me rends compte que les gens, ils ont d'abord besoin de la formation et après, dès qu'ils sont formés à utiliser des outils comme l'IA, là, un coaching peut être beaucoup plus intéressant pour qu'ils puissent mettre à profit le temps qu'ils ont libéré grâce à l'IA. Parce que grâce à l'IA, on peut libérer entre 50 à 90% de son temps, du temps dans des tâches à, à une très faible valeur ajoutée. Donc voilà,
un peu un résumé de ma part. Théo, je te laisse faire peut-être toi un petit résumé de comment ça a été ton évolution depuis le départ. Pendant ce temps, je vais chercher ma bouteille d'eau. Quelle est vide, j'ai oublié. Vas-y, je te laisse. Moi, de mon côté, alors moi, je suis rentré plus dans l'idée de aussi coacher au début et surtout faire de l'audit chez les clients pour après implémenter des processus, de l'organisation. S'il y a déjà des processus, les optimiser. Tout ça sous la casquette grande de l'IA. Et donc, je fais toujours ça, mais je suis aussi en train de plus me réorienter vers la formation. Donc là, qui est sur un outil Notion, donc on en a déjà parlé, qu'elle est quasiment finie, elle sera en route dans les prochains jours. Et de m'orienter, parce que j'aime bien cette partie audit et conseil des clients, aussi sur l'outil de Microsoft qui sont en train de sortir. Donc Microsoft 365 Copilot. Et il y a eu, donc qui sortira le 1er novembre aux US, et donc quelques semaines ou peut-être quelque chose comme un mois après en Europe. Voilà Ok, de mon côté. ok, super. J'ai une question, parce que bon, voilà, on fait un récap, c'était aussi pour ça. Pourquoi est-ce que tu as changé en fait ta... Bon, on va faire à l'inverse. Donc, d'abord, j'explique pourquoi moi je l'ai fait. Pourquoi est-ce que j'ai adapté donc mes services et mon offre. L'adaptation de mes services et de mon offre jusqu'à aujourd'hui, donc entre le début et aujourd'hui, c'est aussi dans les... Pour moi, ça a été juste, et c'est juste dans l'esprit de que toutes nos compétences au sein de l'équipe, elles puissent être beaucoup plus utilisées par tout le monde d'un côté, et d'un autre côté pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Notamment, bah, un des gros changements que j'ai opéré, c'est arrêter complètement d'écrire sur LinkedIn. Je ne fais plus de posts écrits. Tous mes posts sont sous format vidéo. De un, parce que ça me saoule d'écrire, tout simplement. De deux, parce que je suis comme ça, et j'estime que ma voix a beaucoup plus de portée et de valeur que les mots que je puisse écrire. Toi, à ton sens, pourquoi est-ce que tu as opéré ce changement? Pourquoi est-ce que tu as, bah, changé ton offre, entre guillemets? Bah, je l'ai pas tant changé que ça, je l'ai plus diversifié, on va dire. Et la question, c'est toujours pas ce qu'on aime faire nous, c'est important de faire ce qu'on aime, mais c'est surtout de faire ce qui correspond et ce que le client a besoin. L'offre, elle est toujours drivée parce que ce dont les clients ont besoin. Donc j'ai surtout adapté et comblé, on va dire, mon offre avec les nouveaux besoins des clients à l'heure actuelle. Ok, Et super. je sais que les gens sont plus aptes à de la formation en ligne avec tout le Covid qui a démocratisé cette formation-là. C'est plus facile pour eux, ils peuvent plus regarder ça quand ils veulent, où ils veulent. C'est plus pratique aussi. Par exemple, je prends l'exemple dans les voitures, tu peux écouter ça, même si c'est une vidéo, tu peux écouter le son en voiture. Et je sais que l'optimisation et la mise en place de l'outil Microsoft 365 Copilot sera vraiment une part énorme de la demande future dans les sociétés parce que de nombreuses, si ce n'est pas toutes les sociétés, utilisent à l'heure actuelle la suite Microsoft Office, et c'est ce qui va découler de cette suite, c'est la suite de la suite. Office. Donc je sais que et puis la demande va être énorme là-dedans, c'est sûr. Donc je me forme un maximum là-dedans. Je suis en train de regarder les certifications qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. Et donc c'est plus pas un changement, mais c'est plus un élargissement et une adaptation de l'offre. Euh, bon, c'est très bien que tu en parles. Des plusieurs questions, parce qu'on a un petit peu parlé lors du live LinkedIn, qui s'est mal passé parce qu'on a eu un problème technique au démarrage. Euh, Mais qu'est-ce que toi, personnellement, tu penses déjà de ce Microsoft? Quelle est la valeur ajoutée en soi qu'il y aurait pour les entreprises, premièrement? Et deuxièmement, quels seraient les contres, en fait, de ce modèle-là? Les contres, c'est-à-dire les Bah, défauts de ce modèle? oui, pourquoi? Qu'est-ce qui pousserait une entreprise à l'utiliser? Qu'est-ce qui pousserait une entreprise à ne pas l'utiliser aussi? Alors, qu'est-ce qui pousserait une entreprise à l'utiliser? Bah, alors, moi j'ai envie de te dire que à partir du moment où tu commences à l'utiliser, tous ceux qui l'utiliseront seront boostés aux stéroïdes. C'est comme s'il y avait trois travailleurs en un. Après, une entreprise qui aura
pas de sens à l'utiliser. Je trouve qu'il y en a pas si on parle au niveau de l'entreprise en général. Après, je pense que l'outil est plus pertinent sur certains postes. Sur les gens du league wall, les gens des RH, ils peuvent l'utiliser, il y a énormément de pertinence. OK. Les sales, il y en a aussi, mais il y en aura peut-être moins. Donc sur une énorme société, le coût, par personne, il est de ce que j'ai vu pour l'instant, ils sont en train de changer ça, mais de bouger ça, mais à l'heure actuelle, c'est 30 dollars par personne. Donc sur une entreprise où il y a des dizaines, voire des centaines de personnes, c'est quand même un coût, pas négligeable. Donc à mon sens, l'idée, ça serait de l'intégrer sur un certain type de salariés au début, sur lesquels il y aurait le plus de valeur ajoutée. Donc comme j'ai dit, RH, legal, et il pourrait y en avoir d'autres. Mmh. Et après de voir si déjà comment ça évolue, comment les gens évoluent avec l'outil, et puis après si c'est vraiment pertinent, d'en mettre un ou 2 postes pour les sales par exemple, de voir comment eux peuvent l'utiliser, et après d'évoluer en fonction de ça. Mais la valeur ajoutée, c'est sûr que certains postes, ils seront à mon sens quasiment obligés de l'utiliser. En tout cas, c'est comme l'histoire de l'IA. C'est ceux qui vont commencer à l'utiliser seront 20 fois plus performants que ceux qui ne l'utiliseront pas. Donc, à mon sens, tout le monde doit l'utiliser pour se mettre à la page, mais ça va être en fonction surtout des postes et de l'utilisation de s'il y a de la recherche d'idées, s'il y a de l'itération d'idées, tout ça, ça va être important. Tous ceux qui sont en rendez-vous client, qui passent leur temps dehors, peut-être Mmh. moins. Après, ceux qui font beaucoup de meetings, ça peut être important avec Teams, et encore. Donc ça va vraiment être en fonction des postes. En fonction des postes, OK. Parce que alors, on tu avais parlé un peu vendredi, du coup, bah, je me suis un peu intéressé à Microsoft Copilot. Je suis allé surtout sur les forums US parce que sur les forums en français, le niveau d'information, pour pas dire qu'il est mauvais, il est inexistant plutôt, parce que c'est pas de l'information. Le problème, moi j'ai rencontré 3 gros problèmes pour les utilisateurs, côté américain. Le premier étant le fait que Microsoft Copilot ne sera disponible que sur les Windows 11. Toute machine euh, qui n'est pas avec Windows 11, ouais, Windows 11 aujourd'hui n'aura pas la possibilité d'avoir Microsoft installé, Copilot, donc Microsoft 365 Copilot installé dans son ordinateur. Donc, ce qui fait que, et c'est ça qui m'a choqué un peu, c'est que ça bannit automatiquement tous les utilisateurs Apple. Oui. Est-ce que toi, tu étais au courant de ça ou pas? Parce que moi, j'ai dû fouiller loin hein, pour trouver ces informations-là, parce que Microsoft en soi, juste 2 secondes. Si, j'étais un peu au courant, ils en ont parlé, mais c'est pas l'info qu'ils mettent en avant en premier, ouais. Donc, à voir. Mais je pense que je suis pas sûr qu'ils laissent ça que sur la suite de PC, enfin la suite Windows. Ça m'étonnerait parce qu'ils se coupent de beaucoup de clientèle. Beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui est sur Apple. Il y en a peut-être moins au niveau de l'entreprise, mais ça fait quand même beaucoup de monde, de potentiels clients qui se couperaient. Donc je suis pas sûr qu'ils laissent ça que sur Windows à terme. Je sais pas Mhm. pourquoi ils ont choisi ça. Bah écoute, je sais pas non plus. Après, c'est les informations et le problème est que, et je m'excuse d'abord d'avoir coupé avant, mais aujourd'hui, donc j'ai quelqu'un à la maison. Si quelqu'un est venu me parler juste avant, mais c'est bien que tu as repris la discussion. Donc en fait, si tu veux, c'est que, et il est là le gros souci aujourd'hui, c'est qu'ils annoncent une sortie pour le 1er novembre pour tous les utilisateurs US. Très bien. Ils donnent pas d'informations spécifiques. Toutes les informations qu'on retrouve, c'est des informations sur des forums qui font référence à des notes, à des release notes, si on veut. Il y a déjà des utilisateurs qui sont en train de downloader aujourd'hui, et on est le 12, le post que j'avais vu, je crois qu'il datait d'il y a 2 semaines, où les clients, ils ont déjà pu downloader le Microsoft 365 Copilot. Euh, et par contre, j'ai vu aussi les prix, et ça, c'est une information officielle. Est-ce que tu as vu les prix ou pas? Ouais, ouais, bah, j'ai vu, j'avais dit c'était une histoire de trentaine de dollars par mois. 30 dollars. Par contre, et ça, c'est une autre information
qui voilà, moi je l'ai lu dans les forums, on parle quand même du forum de Microsoft, donc si c'était complètement faux, à mon avis, Microsoft aurait corrigé puisqu'ils corrigent, ils répondent à des moments, à des posts qui font complètement fausse route. Il y a un moment où ils ont où dans le forum, c'est indiqué que ça sera minimum 300 licences Ouais. pour pouvoir Oui, c'est sur l'avoir. ils déploient sur des grosses sociétés au début, ouais. Voilà. Enfin, des moyennes Hem, grosses sociétés. voilà, gros moyenne grosse société. Moi, ce que je me pose comme question, c'est, et c'est méchant quelque part, mais en fait, ils ont développé un outil qui peut être génial, soyons clairs, mais là, en fait, ils vont juste avantager les très grosses boîtes. En fait, en soi, soyons clairs, les boîtes qui vont être aussi le moins intéressées à l'utiliser, bah, c'est des questions de budget, c'est les questions de justifier derrière, OK, mais tu as un assistant d'agence d'intelligence artificielle, pourquoi tu ne fais pas plus vite? Heu, et on a discuté de ça, nous, en interne. C'est des institutions où la chaîne de décision est beaucoup plus grosse et aussi où les gens ont le moins leur intérêt à utiliser une intelligence artificielle. Moi, je suis désolé, mais quelqu'un qui est employé dans une société, jamais de la vie, il va se former de son plein gré à l'AI pour l'utiliser dans son job. Dans son job, s'il doit subir des formations, suivre, pas subir, pardon, suivre des formations, c'est entre guillemets au patron de le faire. Donc moi, alors je trouve que c'est un outil génial. Je trouve que c'est très mal prévu et c'est très mal communiqué par Microsoft et je viens d'atterrir, c'est ce que je cherchais. Exactement, donc c'est confirmé. Microsoft Copilot ne sera disponible que sur Windows 11, ce qui exclut automatiquement tout ordinateur produit avant janvier 2022. 24, Janvier t'as dit 2022. janvier 2000. Janvier 2022. Ah! Donc, tout ordinateur, Ah oui, tout OK. ordinateur qui a été acheté avant janvier 2022, en règle générale, c'est les processeurs qui ne sont pas à jour, plus ou moins, à peu de choses près. Tu peux faire des mises à jour, tu peux bidouiller pour avoir Windows 11, oui, mais tu vas toujours être avec des problèmes derrière. Moi, par exemple, je suis toujours sur Windows 10. Pourtant, j'ai un ordinateur qui dépasse et de loin la plupart des ordinateurs que tu peux acheter neuf. Aujourd'hui, c'est un ordinateur qu'à l'achat, il coûtait passer 9000 euros. Euh, pour ceux qui connaissent, donc c'est un Alienware, un des hauts de gamme d'il y a quelques années. Donc, mais comme mon processeur n'est pas tel processeur que Windows a déjà testé, je n'ai pas Windows 11. Donc, c'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir Copilot. Ça de un. De deux, tout ce qui est Mac, ils sont bannis automatiquement. Et quand même, ils sortent ça d'abord aux US et aux US, tu as beaucoup plus d'utilisateurs de Mac que de Microsoft. Microsoft, si aujourd'hui ça existe, pas ça existe encore, mais s'il y a autant de puissance que ça a encore aujourd'hui, c'est merci à l'Europe. Parce qu'aux US, les US sont largement dominés par Mac. Donc, tout ça en tête, maintenant je te rajoute une autre information que j'ai découvert aussi, c'est que Microsoft vont engager des formateurs internes, c'est-à-dire que ça sera des gens de chez Microsoft qui vont être déployés dans les entreprises pour former, et je pense que ça vient de là aussi le minimum de 300 licences. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie déjà de leur part? Et plus que ça, quel est du coup, bah, je pense que je viens de donner une information que tu avais probablement pas, c'est le fait qu'eux, ils veulent engager des formateurs internes. Est-ce que tu penses qu'ils vont donner des partenariats? Tu t'es aussi beaucoup plus renseigné que moi, c'est-à-dire toi, tu t'es renseigné en largeur, moi je suis allé en profondeur sur des sujets qui m'intéressaient énormément de Ouais. savoir. Est-ce que tu penses qu'ils vont engager des partenariats? Est-ce que tu penses que les entreprises seraient prêtes à prendre un formateur, même s'il vient pas de Microsoft, pour mettre ça en place? Tu penses quoi? Raconte-moi. Ça va être en fonction, je pense, des certifications. S'ils mettent en place des certifications et qu'un formateur externe peut se certifier Microsoft en fonction de l'outil, je pense que les autres entreprises n'auront pas de mal à accepter des formateurs autres. Après, je pense que leur technique à eux de prendre des formateurs internes est bonne dans le sens où ça va les aider à déployer l'outil assez rapidement et à faire connaître l'outil.
Après, moi, j'ai, des gens autour de moi qui ont déjà eu des calls avec les gens de Microsoft qui sont venus leur présenter l'outil et il m'a expliqué par A plus B que les mecs étaient des quiches pour présenter l'outil. On t'entend plus, hein. Je sais pas ce que Il s'est coupé mon micro, désolé. voilà, c'est bon. C'est le problème en règle générale chez Microsoft, et c'est pour ça que Microsoft a une autant mauvaise réputation aussi en Europe. C'est qu'aux US, ils ont des call centers aux US pour les US. Et en Europe, en règle générale, tu as des call centers qui sont dispatchés dans des pays où les revenus sont moins hauts, si on veut, mais du coup, l'engagement des personnes, il est aussi plus bas. Euh, et ça fait que derrière, on a une assistance qui n'est pas de qualité. De toute façon, et ça depuis toujours. Ça date pas d'hier, ça date pas d'aujourd'hui. Tu appelles depuis la Suisse où je suis, le call center, il est marqué Zurich. Tu appelles à Zurich. Les gars, déjà, ils ont un accent en allemand que tu sais tout de suite, c'est pas Zurich, parce que Zurich a un allemand très précis, en plus. Donc, tu sais tout de suite qu'ils viennent pas de Zurich. Et en plus de ça, quand tu leur parles en français, bah, tu te rends compte que c'est Tunisie, un truc par là. Un pays en Afrique du Nord, voilà. Et c'est des gens qui n'ont pas le même engagement, si on veut, et qui n'ont pas les compétences non plus requises. Donc, je pense que ça serait Mais intéressant. là, je Moi, pense je te pose une là question. là ce Pourquoi tu qui les appelles pas toi? Tu peux? C'est une vraie question, hein. Moi, je l'ai fait. Et honnêtement, s'il y a des gens qui ont reçu des appels de ma part, que je me suis pas fait passer. Je me suis identifié en tant que client pour comprendre leur service, pour comprendre comment ils fonctionnaient, parce qu'on est dans la jungle. On a une entreprise, on est dans une jungle, il faut savoir comment les autres ils font. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai ajouté quelqu'un sur LinkedIn, je lui ai écrit, je dis, GTK, j'ai dit, je trouve ta formation plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? La personne, elle sait qui je suis. La personne, elle sait très bien que je forme aussi et que je coach aussi. Donc, à la fin, ça lui coûte rien. On a discuté un petit moment en plus. Je l'ai trouvé hyper gentil. D'ailleurs, on a même parlé de faire un live ensemble parce que lui, il est beaucoup focus dans la formation sur ChatGPT. Quand moi, de plus en plus, j'essaye d'arrêter de parler que de ChatGPT parce que, et ça sera le thème d'après, on a beaucoup d'LLM qui sont en train de devenir, d'arriver et dès qu'ils sont carrément plus puissantes que ChatGPT, la version 3.5 qui est gratuite, donc il y en a qui sont plus puissantes que ça, en gratuit toujours. Euh, donc voilà, c'est pourquoi tu l'as pas fait et est-ce que tu penses que ça serait intéressant de le faire ou pas? oui, je pense que ça peut être intéressant de le faire. Moi, je voulais continuer et finir de me renseigner sur les différentes ressources que j'avais vues avant de les appeler pour avoir toutes les infos de mon côté pour pouvoir poser toutes les questions. Après, si Mhm. je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, en soi, les personnes qui ont présenté l'outil n'étaient pas forcément des quiches, comme je l'ai dit, mais c'est surtout que les gens savaient pas l'utiliser à son plein potentiel. Ils ont commencé à essayer de le vendre, ils savaient pas tout utiliser de l'outil et ils ont pas très bien montré comment le potentiel de l'outil. C'est plutôt ça le point. Bah, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, moi, je suis pas formateur de vente, je suis pas vendeur de formateur, je sais plus parler aujourd'hui. Je suis pas vendeur de formation, voilà, j'ai y arrivé. Hem, mais j'ai une très, très grosse partie vente parce que je l'ai fait, la plus grosse partie de ma vie et il y a un truc qui était pour moi important et obligatoire à chaque fois que je vendais quelque chose ou que je devais vendre quelque chose à quelqu'un, je vais connaître mon produit par cœur. Et de plus en plus, tu as des vendeurs qui ne connaissent pas leurs produits. Tu vas dans un magasin de chaussures, tu vas dans un magasin d'habits, tu vas dans n'importe quel magasin, déjà, en règle générale, les gens, ils ne connaissent pas leurs produits. Et alors, le démarchage téléphonique, c'est encore pire. Il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour m'inviter pour une conférence. Euh, et puis, j'ai dit oui, oui, ok. Et puis, en fait, au départ, elle me parle comme quoi ils veulent m'inviter pour que je vienne parler. Et puis après, elle me parle des prix. Je dis, mais attendez, vous voulez me vendre quoi, en fait, à la fin? Donc, et quand je lui pose ça comme question, je la vois, en fait, bouger ses papiers dans le style, oups, qu'est-ce que je réponds à ça maintenant? Euh, et chez Microsoft, mais chez n'importe qui, hein, tu peux appeler Nvidia, parce que j'ai eu Nvidia au téléphone il n'y a pas longtemps pour leur proposer un partenariat concernant leur intelligence artificielle qui sont en train de finir de développer, que je trouve très intéressante. Puis, quand j'ai eu le gars au téléphone, donc, moi, je voulais lui proposer un partenariat.
Je lui ai dit que je voulais lui proposer un partenariat. Le gars, oui, tout, ok, tip top. Alors on peut discuter, on discute. Puis il finit en train de me vendre une carte graphique. Puis j'étais là, mais c'est pas ça que je veux. Tu es complètement à côté de tes pompes. Donc, ok. Mais je pense que ça sera un next step, ça serait de contacter Microsoft exactement pour comprendre bah, toute la potentialité du truc. Maintenant, il y a un truc que je voulais te poser comme question, c'est que Microsoft, ils sont partis dans la même optique que, comment ça s'appelle, que Google. C'est-à-dire toutes les données que tu mets à l'intérieur t'appartiennent à toi et à eux. Est-ce est-ce que Euh, tu dans, penses est-ce que tu penses que ça va dans, bloquer ou pas chez eux? dans l'outil de Microsoft 365, elles sont chiffrées de bout en bout et elles restent, elles sont pas utilisées par le LLM pour l'entraîner. Alors, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu au niveau de politique de confidentialité, de comment ça s'appelle? De Microsoft, actuellement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils développent. C'est-à-dire que, tout ce que tu mets, par exemple, sur le SharePoint, la donnée t'appartient, mais elle leur appartient aussi à eux. En fait, si tu veux, c'est que si jamais bon, déjà, de 1, c'est une entreprise américaine. Le SharePoint qu'ils ont, de toute façon, c'est routé en Amérique. Donc, ce qui fait que si tu as un problème quelque part dans le monde, ou qu'un de tes employés a un problème quelque part dans le monde, ils ont le droit d'accès. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais comme dans quasiment tous les serveurs, de toute façon. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où tu vas partager un document, par exemple, à travers Microsoft Teams, d'un peu de ce que j'ai lu, après, je pense qu'il faudra une analyse plus profonde, mais d'un peu de ce que j'ai lu, bah en fait, ce fichier, il est cloné. Et à partir du moment où il est cloné, tu perds les droits d'auteur dessus, entre guillemets. Tu gardes les droits d'auteur en tant que personne, mais les droits d'auteur, ils sont aussi transférés à l'entreprise Microsoft. Imaginons, et si par exemple, c'est une des choses que dans une société avec qui j'ai travaillé avant, c'était un gros souci, c'était au niveau des brevets, ils ne transitaient pas les brevets à travers Microsoft Teams exactement par rapport à ça. Parce que il y a quelqu'un qui leur a expliqué ça. Moi, j'avais été chercher plus loin. Est-ce que tu penses, déjà de un, est-ce que tu penses c'est sécurisé? Que c'est assez sécurisé parce que sécurisé, même notre téléphone, il est sécurisé, mais est-ce que tu penses que c'est assez sécurisé? Est-ce que tu penses que les entreprises vont adopter ou pas aussi? Quel est ton feeling personnel, hein? Je ne te parle pas en tant que revendeur ou en tant que formateur. Non, ton feeling, Théo, personnel, est-ce que tu penses que ça sera quelque chose qui va être utilisé et que ça va avoir du succès ou que ça va être un flop, tout simplement? Moi, vu comment j'ai été hypé par l'outil, après, mon avis sera forcément un peu biaisé, même si j'essaie d'être le plus optimiste, le plus réaliste possible. Vu que quand je me suis posé dans l'outil la première fois, ça m'a fait la même hype que quand ChatGPT est sorti en novembre dernier. Je me suis dit, Ok. oh my gosh, ça va être un truc de ouf. Et vraiment, je pense que bah, Microsoft ont injecté un paquet de pognon dans ChatGPT et ont compris les points à améliorer et les endroits à explorer et à approfondir pour aller dans la suite de l'IA. Et déjà, ce qui est intéressant de ce que j'avais noté, ce qui est intéressant de noter, c'est que ils n'ont pas appelé ça une intelligence artificielle, ils ont appelé ça copilote. Et les gens peuvent se dire, mais c'est anodin, anodin, mais non. Pourquoi ça? Parce que à l'heure actuelle, l'IA elle est démocratisée chez nous parce que nous, on est au quotidien dedans. Mais chez monsieur et madame tout le monde, ça fait encore peur. On se dit, waouh, c'est les voitures autonomes, faut être un ingénieur pour l'utiliser, ce qui est faux. Nous, on l'utilise au quotidien. Moi, j'ai pas fait 10 ans d'études dans l'intelligence artificielle, mais on sait l'utiliser. Il y a des formations pour ça, il y a une manière de lui parler, mais c'est pas très compliqué. Faut passer du temps, mais c'est pas très compliqué. Eux, ils ont Si, voulu. alors attends, je vais juste te couper pour dire un truc, Théo. Si c'est compliqué, pour toi, ça ne l'est pas parce que tu sais le faire. Et moi, là, je suis en train de former actuellement quelqu'un à l'utiliser. Quelqu'un C'est qui. pas aussi compliqué ce que les gens en pensent. C'est pas facile. Combien d'heures Il faut du d'apprentissage tu temps. estimes?
Combien d'heures d'apprentissage tu estimes pour ça, pour avoir une réponse correcte sur un modèle LLM, ChatGPT ou autre? Il est là le Oui, je problème. pense qu'en Madame et monsieur tout le monde vont en règle générale, et c'est pour ça que je t'ai interrompu, hein, pas que tu aies tort, mais parce que pour nous, ça nous semblait hyper simple, mais la plupart de madame, monsieur tout le monde, et là je parle d'un cas concret d'une jeune, donc c'est une jeune fille qui a 23 ou 24 ans, qui a toujours vécu avec la tech autour d'elle, et puis qui est venue vers moi et qui m'a dit, écoute Carlos, j'ai utilisé un chatbot, dans le cas, c'est pas ChatGPT, c'est Bard, donc de Microsoft, pendant de 12 Google. jours, exactement, de Google, merci, euh, pendant 2 jours, et ça a complètement merdé. J'arrive à rien. Puis je lui ai dit, mais ça fait 2 jours que tu es dessus, c'est rien de tout en soi. 2 jours, c'est rien de tout. Et je lui ai dit, t'as fait 2 jours, 8 heures par jour, ou t'as fait 2 jours, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Puis elle me fait, ah ouais, non, j'ai fait 2 jours, un petit peu ici, un petit peu là-bas, des fois j'ai essayé ici, des fois j'ai essayé ça. Puis je lui ai juste dit comme ça, écoute, moi je veux bien, je fais 15 minutes avec toi, parce que c'est une grande amie, donc je le fais avec grand plaisir, parce qu'aussi ça m'entraîne à former les gens, et j'aime ça. Aussi parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans le passé, bref, là n'est pas la question. Euh, j'ai dit, on fait 15 minutes par jour, mais en fait, moi, je vais faire 15 minutes avec toi, et toi, derrière, tu vas continuer pendant 45 minutes. Et tu vas faire 1 heure par jour. Et là, ça fait maintenant 3 semaines qu'elle est en train de le faire, et elle commence gentiment à avoir des bons résultats. On parle quand même de 21 jours, un petit peu plus, 23 même, où elle va tous les jours 1 heure dessus, elle s'entraîne, elle teste, elle manipule, machin, et que je lui donne des astuces en même temps, 15 minutes, et qu'elle commence à avoir des bons résultats. C'est pour ça que je dis, ChatGPT n'est plus autant simple que ce que c'était quand nous, on est arrivé dedans. Quand nous, on est arrivé dedans, c'était simple parce qu'on était aussi sur le 3.5. Et que c'était même pas le 3.5, c'était encore le 3 à l'époque. Euh, C'était vraiment une version beaucoup plus primitive qui a évolué, que la complexité a évolué, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dedans. Et le plus les gens ils attendent, puis après, je te laisse reprendre, le plus les gens ils attendent pour rentrer dedans, le pire ça sera. Dans Oui, c'est quelques sûr. années, il faudra être ingénieur pour savoir prompter, ou alors il faudra engager un prompt Hein, engineer derrière. ouais. Et le Donc payer voilà, 3 millions l'année parce que lui, il aura pris le pas et pas toi. exactement. Donc, Mais non, pardon, je mais t'ai dans ce que je interrompu, voulais mais dire, vas-y, c'était continue. que les gens, c'est ok, c'est pas simple, mais c'est pas aussi compliqué que ce que les gens imaginent. Et donc, pour contrer cet effet que monsieur et madame tout le monde pensent que c'est super compliqué, Microsoft ont appelé ça plutôt Copilot plutôt que intelligence artificielle, pour qu'ils deviennent plutôt vraiment un assistant, un ami, plutôt qu'ils imaginent que c'est de l'IA, alors que c'est complètement, quasiment que de l'IA. Et tout ça pour dire que oui, j'ai vraiment été complètement hypé par ce produit et donc je pense que oui, réellement dans les prochains temps, ça aura une énorme valeur ajoutée et vraiment, vraiment, ceux qui l'utilisent seront boostés aux stéroïdes. J'aime bien cette expression, mais c'est vraiment ça. Mhm. Utiliser, faire le travail de 3 personnes en un, résumer des réunions en 3 minutes, résumer des mails en un, faire une présentation PowerPoint en 5 minutes. C'est des choses comme ça qu'ils n'étaient pas capables de faire pour après, au final, se concentrer sur. C'est toujours la même chose, se concentrer sur nos tâches à plus forte valeur ajoutée, ce qu'on aime le plus faire, et faire plus rapidement le reste, et sans délaisser la qualité. OK. Après, pourquoi je parlais aussi de data? Parce que ça, on est d'accord que le moteur Et LLM oui, pour ce qui est de la data, pardon, pour attends, ce qui est de la data, vas-y, vas-y. Microsoft, ils ont compris aussi ce qui avait dérangé les gens dans ChatGPT, et ils ont, de ce que tu peux en lire sur leurs articles, sur leur site, sur la présentation de l'outil, ils mettent un maximum l'accent sur la protection des données. Ce qui va changer par rapport à ChatGPT, c'est que quand tu vas faire le prompt va d'abord passer dans le graphe. Donc le graphe, c'est ce qui va rejoindre toutes les données sur ta suite Office. C'est toutes les données sur ta suite Office. Ça va passer dans le LLM, ça va te créer la réponse. Et là, normalement, sur ChatGPT, ça revient directement à l'utilisateur. Là, ce qui change, c'est que ça repasse par le graphe, ça vérifie les confidentialités, la sécurisation des données, et après, ça s'envoie
finalement à l'utilisateur. C'est eux, ils ont créé ça en plus et ils mettent vraiment l'accent là-dessus pour expliquer la protection des données. Après, j'ai envie de te dire, Google disent qu'ils protègent leurs données. On sait très bien que toutes les données qu'on met sur Google, c'est comme si on les mettait n'importe où sur Internet. Donc, c'est toujours compliqué, mais j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, il y a très, 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 très peu de choses qui sont gardées très intimement Voilà, c'est ce que quand tu es j'allais sur dire, c'est Internet. si tu veux, tu as ChatGPT en soi qui, comment expliquer? Que eux, ils garantissent pas la protection des données, qu'ils disent que ils te le disent très clairement que c'est utilisé pour l'entraînement de la machine. C'est pour ça que bah, lors du live, j'ai dit je ne donne jamais de nom, je ne donne jamais de réelles données concernant la data que je traite. Je cherche jamais à que ChatGPT traite la donnée, je cherche toujours à que ChatGPT m'aide à traiter la donnée plus vite. Euh, et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que les gens ils ont peur, parce qu'ils savent que ChatGPT ne protège pas la data. Alors, il la protège dans le sens où elle est encryptée, mais en fait, elle est publique en même temps. Donc, je pense que ça vient de là, leur souci. Sans oublier que il y a un autre truc que j'ai vu, c'est quand tu vas regarder les classements concernant les modèles LLM aujourd'hui, ChatGPT 3.5 s'est fait dépasser et de loin par beaucoup d'autres modèles LLM. Quand avant, euh, passer des classements qui sont faits, et là, du coup, on commence gentiment à rentrer dans le deuxième sujet. Euh, quand les classements ils sont faits par rapport à la pertinence de la réponse, temps de réponse, volume de tokens traités. Et là, le volume de tokens traités, il y a un que je vous ai partagé l'autre jour sur WhatsApp, qui est juste géant. C'est Claude AI, je crois. Quand ChatGPT 4.0, il traite maximum, je crois que c'est près de 9000 tokens. Claude AI traite 100 000 tokens à la fois. C'est-à-dire, si tu dois lui faire bouffer un bouquin, il le bouffe en une fois. Tu n'as pas besoin de dire prends ça et ça et ça et ça en compte. C'est-à-dire, ça te réduit la charge de travail énormément. Euh, il a une pertinence de réponse qui est très intéressante, qui est supérieure à ChatGPT 3.5. Il a un temps de réponse, et c'est là où il perd beaucoup de points, c'est que son temps de réponse, il est lent, dans la mesure où les serveurs, au niveau d'encryptement, au niveau de cryptage et ainsi de suite, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, mais on voit, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on voit aujourd'hui une tendance à l'apparition de d'autres, comment on appelle, d'autres modèles de langage, d'autres chatbots, si on veut, qui sont gentiment en train de mettre ChatGPT 3.5 turbo derrière eux, et qui sont gentiment en train de devenir très, très puissants. Et on voit que ChatGPT et donc OpenAI se sont fait baffer, entre guillemets, à partir du moment, et on revient sur quelque chose qu'on a parlé avant, à partir du moment où il y a Microsoft qui les ont rachetés. Ils ont sorti un truc d'Ali où ils promettent ci, où ils promettent ça, mais moi, j'ai des gens qui l'ont testé, ils m'ont dit, mais en fait, c'est pas mauvais, mais de loin, tu n'as pas le niveau de précision que tu peux avoir avec d'autres modèles, et je ne parle pas que de Midjourney, je parle aussi de Stable Diffusion, et je parle aussi de Firefly d'Adobe. Donc, c'est-à-dire que tu as beau leur niveau de précision, ils étaient les premiers, oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre en vitesse, en fait, dans leur évolution. Qu'est-ce que tu Après, penses? Microsoft n'a pas racheté OpenAI, ils ont investi 10 milliards dedans. Ouais, donc autant dire qu'ils sont devenus Oui, ils sont devenus actionnaires. actionnaires assez majoritaires. Voilà, ils sont devenus actionnaires majoritaires. Ils ont voilà. Euh, Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le classement, et là je l'ai ouvert devant les yeux, tu as ChatGPT 4 qui est en bench score. Le bench score, c'est le ratio, si on veut, c'est leur résultat sur 10, qui est à 8,99. Derrière, tu as Claude 1 qui est à 7,9. Après, tu as Claude 2 qui est à 8,6. Après, tu as Claude Instant 1 qui est à 7,85.
et seulement après, tu as ChatGPT 3.5 Turbo qui est à 7.94. Puis après, tu as une panoplie, là, je pourrais continuer, je pense, pendant une heure en train de lire la quantité d'LLM open source qui sont sortis, hein, parce que tous les autres, à part ChatGPT et Bard, quasiment tout le reste, c'est de l'open source. Mm. Euh, et Et Lama, ils sont pas dans la course là? Ils sont pas dans le classement? alors, Lama, ils ont, bah oui, Lama, ils sont Lama 2 Community, donc ça, c'est Facebook, sauf erreur de ma part, hein. Meta, oui. Meta, oui. Donc, ils ont Wizard LM, la version 70B en V1.0, qui est à 7.71, juste derrière ChatGPT 3.5. Après, il y a un qui est tout nouveau, qui vient de sortir il y a quelques temps, sauf faire de ma part, c'est Vicuna 33B à 7.12 qui est derrière. Après, tu as plusieurs LLama to Community. Et puis après, voilà, on rentre, il y a du Apache, il y a du non commercial, il y a beaucoup de types de licences, donc de producteurs. Moi, ce que je vois surtout dans ce classement, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais tu passes quand même de 8.99 à 7.9, c'est qu'avant, dans ce classement, le gap entre OpenAI et les autres, il était mais énorme. Et aujourd'hui, le gap, il est de 2 points entre le premier, donc de 8, on passe à 6, entre le premier et le dixième. Oui, mais ils sont toujours devant, et t'inquiète pas qu'ils sont en train de préparer le point 5. Bah écoute, le point 5, il est annoncé depuis longtemps. Oui, il est annoncé, mais ça doit mettre beaucoup de temps. Plus t'avances dans les modèles, plus ils sont longs et coûteux à, à entraîner. Oui, bah oui et non, parce Et que la les autres, data, ils l'ont déjà, donc c'est le problème. L'entraînement, et c'est... oui, mais c'est la recherche de nouvelles données qui est longue à faire. Non, 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 non. Alors là, il y a une confusion qui est faite souvent de qu'est-ce qui diffère, par exemple, entre ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4. C'est pas la data. C'est le nombre, quoi là? Ce qui diffère entre le modèle de langage 3.5 et le modèle de langage Le nombre 4, de paramètres. c'est de un le nombre de paramètres, de 2 le réseau neuronal qui est utilisé, donc c'est-à-dire, si tu veux, on peut dire qu'une intelligence artificielle essaie d'imiter nos neurones, c'est-à-dire que nos neurones, notre cerveau, c'est-à-dire qu'elle va créer chaque paramètre, on va dire, c'est un neurone, et le fait d'avoir le plus stade de neurones, le plus rapide est ton cerveau. D'accord? Mhm. Et ChatGPT 3.5, la grosse différence, en tout cas, ce que je me rappelle après, il faudrait que je vérifie. La grosse différence, c'est exactement là. C'est le modèle de langage qui n'est pas le même. La data, c'est exactement la même. Et la data que tu as disponible sur ChatGPT 4, quand tu lui demandes, sans les plugins de se connecter à Internet, quand tu lui demandes la data, il te dit j'ai la data qui est jusqu'à telle date de 2021 ou 22. Il te donne la même réponse en 3.5 qu'en 4. Donc, c'est pour ça que je te dis, la différence n'est pas là. La différence, c'est réussir à trouver la tech qui permette de créer un réseau neuronal qui est plus large. Donc, je vais te balancer la question comme ça pendant ce temps. Je check aussi la question de différence entre ChatGPT 3.5 et 4. Euh, Est-ce que tu penses qu'on va aller vers un monde où il y aura toujours des leaders et toujours les mêmes leaders, ou est-ce que tu penses qu'on est plus en train de se rapprocher dans un monde où les LLM open source reviennent à la charge, parce qu'à la base, ChatGPT était open source, même s'il ne l'est plus aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont revenir à la charge, les open source, pour à nouveau démocratiser et rendre accessible à tout le monde? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y aura toujours quelques leaders, mais après, il peut y en avoir d'autres qui arrivent, et je pense aussi que au-delà les prochains LLM, ça sera plus vraiment des LLM, mais ce qui va plus se développer dans les prochains temps, ce sera des chatbots sur des données et sur des sujets précis, plus que là, ChatGPT, c'est très très large, mais si tu veux l'utiliser sur des choses précises, j'ai vu des modèles qui sortaient juste sur le droit ou juste sur telle chose, des sujets comme ça. Et je pense que c'est ce qui va arriver ensuite.
Mais à mon sens, il y aura toujours des leaders, même si l'open source arrive assez rapidement. Et les gros du secteur se sont positionnés aussi sur l'open source. Donc à suivre, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. OK. Alors, je suis sur le site d'OpenAI. Euh, et en fait, la plus grosse différence, si on veut, c'est déjà que ChatGPT a plus de tokens, c'est-à-dire 4, donc a plus de tokens qui sont traitables à la fois, c'est-à-dire 8192, soit deux fois de plus, c'est-à-dire qu'il peut recevoir un prompt qui est plus gros. Euh, et aussi, il donne des réponses qui soient plus sûres, plus utiles, ça c'est clair, mais pas parce qu'il a plus de data, mais parce qu'il a plus de capacité de traitement de données, simplement. Donc la data reste la même, comme je disais avant. La capacité de traitement de données, c'est ça qui va changer. Après, tu disais, c'est pas vraiment des LLM. Oui, à partir du moment où on est dans un chatbot, c'est de l'LLM, tout simplement. Euh, on va profiter peut-être pour discuter un petit peu de DALI 3, la version 3 qui est sortie. Je ne sais pas si c'est déjà sorti en Europe ou pas. Si, si, Et ça me dit quelque chose. ChatGPT, pardon, DALI 3 et Midjourney et Stable Diffusion. Qu'est-ce que tu penses de la sortie de DALI 3? Il y avait beaucoup de hype là-dessus. Je ne me suis pas crêpé le chignon, mais j'ai bien pris mon pied avec un post de quelqu'un qui démontait, entre guillemets, Midjourney, mais en fait, il le démontait parce qu'il ne sait pas l'utiliser, euh, et qui mettait en avant DALI 3. Qu'est-ce que tu penses entre ces deux? Est-ce déjà, tu as testé DALI? Est-ce que tu as testé Midjourney? Raconte un peu. Alors moi, j'ai jamais trop utilisé les modèles de création d'images. J'ai jamais trop utilisé Midjourney, un petit peu au début. Et là, je me suis mis un petit peu à tester Dali, mais ce qui mettait surtout en avant, des vidéos que j'avais pu voir sur l'outil, c'était que il sera possible de l'utiliser au travers, enfin, avec ChatGPT, et du coup, tu pourras lui parler comme de manière plus simple qu'avec Midjourney. Et après, ChatGPT transforme le prompt pour Dali, qui soit un prompt parfait en rapport avec ce que toi t'as dit. Et c'est ça qui mettait beaucoup en avant OpenAI, c'était que ce sera plus simple de lui parler, que ChatGPT va faire la passerelle entre toi et le prompt correct à faire à l'outil de création d'image. Mais de ce que j'ai pu en tester aujourd'hui, bah, la différence entre Dali 2 et Dali 3 est énorme déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux rajouter du texte dans les images. Ça, c'était pas mal. Mais je l'ai un petit peu testé, mais pas plus que ça, honnêtement. Je suis Ok. pas quelqu'un qui crée beaucoup d'images. OK. Bah, moi, je crée pas mal avec Midjourney et puis j'ai pas été au point de tester DALL-E 3. Je connais du monde qui a testé, et on en a discuté un petit peu. Et aussi, je suis allé voir le site web de DALL-E. Le problème qu'il y aura, c'est que je pense que DALL-E 3 sera très intéressant, par exemple, en anglais. Pourquoi? Parce que l'anglais a beaucoup moins de règles, d'exceptions, beaucoup moins de mots qui sont possibles à interpréter que le français. Et ça, le fait que l'anglais soit une langue qui est beaucoup plus précise et concise en soi, va faire en sorte qu'un prompt en juste crée-moi, je veux un personnage comme si, je veux ci, je veux ça, sur Dali, déjà entre l'anglais et le français, à mon avis, il y aura des grosses différences. Mais en plus de ça, tu peux avoir des images intéressantes, oui. Et quand tu regardes leur page et tu te dis, waouh, cette image vient de ce prompt-là et tu dis, ah oui, ça correspond. Oui, mais on ne sait pas en fait qu'est-ce que la personne elle a voulu dire avec ces mots. C'est-à-dire, si tu as, et c'est ça que j'aurais trouvé intéressant et qu'aujourd'hui on ne trouve pas, c'est donner une image de base, que quelqu'un fasse un descriptif de cette image en paroles, en mots, et le donner à Dali pour voir ce que ça donne, à quel point c'est proche. D'accord? Et ça, aujourd'hui, quelqu'un qui sait prompter correctement avec Midjourney, il peut le faire et il peut obtenir une image très proche. On peut aussi uploader des images et demander à Midjourney de les prendre en considération. Chose que tu ne peux pas sur Dali. Donc, oui, il y a de quoi s'intéresser. Non, il n'y a pas de quoi, comme j'ai vu dans beaucoup de posts LinkedIn, même sur Facebook
Et TikTok, je l'ai vu aussi par chance ou par malchance. Les gens ils disent: «Ah, il faut arrêter votre abonnement mi-journée». Bah, en fait, si tu es abonné et que tu sais utiliser, que tu sais prompter correctement, teste d'abord Dali et puis après tu verras tout seul. Parce que tu verras Mmh. aussi ton niveau d'expertise dans mi-journée. Toi, tu n'utilises pas beaucoup. Déjà, je pense, moi, je peux obtenir des résultats beaucoup supérieurs aux tiens. Et alors, Oui, bien Noura, à sûr. côté de moi, elle est là, moi, je suis tout en bas. J'apparais même pas dans l'écran, tu vois. Nora, elle fait ça tous les jours avec une précision impressionnante. Elle connaît les paramètres, elle connaît les styles, elle connaît ci, elle connaît ça. Moi, je sais juste lui parler, entre guillemets. Je vais connaître quelques paramètres. Donc, OK, tip top. Et du coup, bah, je pense, putain, on est déjà à 50 minutes. Le thème que je voulais aborder avec toi à la fin, c'était donc, on a donc Seif qui déménage à Paris. Et là, on va parler un peu boîte, à nouveau. Donc, on a Seif qui déménage à Paris. Est-ce que toi, tu envisages, parce que lui, il arrive maintenant en France, donc, est-ce que toi, tu penses qu'un jour, tu vas déménager, par exemple, dans la région de Paris? Est-ce que non, pas de tout? Parce que moi, sincèrement, c'est une question que je me suis posée à un moment donné. C'est je me suis dit, bah, ça serait quand même cool à un moment donné pouvoir se dire, bah, on se rapproche tous et puis on travaille ensemble. Parce que travailler en remote, c'est bien. Travailler en rapproché, donc dans la même pièce, ça peut être bien aussi. Moi, j'ai vécu les deux, donc je sais que j'arrive très facilement à gérer le travail à distance, donc en remote. Surtout que Noura, c'est ma femme, donc je travaille en remote avec toi et Safe, avec Noura, elle est là. Mais quel est ton positionnement aujourd'hui concernant ce remote, déjà? Et quels sont aussi tes projets pour l'avenir? Parce qu'on a, à un moment donné, au niveau de l'entreprise, on a parlé par rapport au fait de déménager aux US. Quel est ton positionnement là-dessus aujourd'hui? Quelle est ta pensée là-dessus? Alors moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de bouger d'où je suis, parce que c'est un peu l'endroit où je suis né et je suis un peu souvent resté dans cette région-là. J'aime bien cette région, mais j'ai envie de changer. Moi, si c'est pour partir, j'aurais envie de dire partir au-delà de la France. Que je connais le modèle occidental, le modèle français, je le connais très bien. Je pense que si je déménage, c'est pour aller ailleurs qu'en France. Donc ça serait plutôt, moi, l'idée, c'est les US ou complètement ailleurs, mais en tout cas en dehors de la France. Après aussi, ça va dépendre du développement de la boîte. Mhm, Comment la boîte se développe, ça va changer ça. Si on peut vite se tourner vers le marché US, je pense que c'est une bonne chose. Donc en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Je suis en train de me renseigner à ce moment-là aussi pour voir dans quel pays c'est le plus simple d'aller habiter. mhm. Donc voilà, c'est assez fou pour l'instant. Je me renseigne, je commence à me renseigner à partir de fin cette semaine. Ça va aussi dépendre des moyens financiers, parce que les US, c'est un pays qui coûte pas forcément, qui coûte assez cher pour vivre, suivant où t'es. Donc à voir. Et OK. Paris aussi, c'est assez cher. Bah, concernant ma région, c'est quand même déjà assez cher, mais Paris, je pense que c'est un peu au-dessus. Suivant où Mhm. t'es à Paris, c'est toujours la question aussi. OK. Non, je te pose ça comme question parce Et que moi, toi? bah, écoute, moi, pendant longtemps, je me suis dit partir aux US, pourquoi pas. Après, bon, j'ai deux enfants en bas âge, ce qui change mm, très, très fort La donne. la donne. C'est clair que ça dépend de la boîte, mais aujourd'hui, comme je vois la boîte, c'est que donc moi, je me suis mis un objectif très haut pour l'année. Pour ceux qui savent pas, et je sais même pas si je t'ai dit, mais j'ai starté un micro podcast. J'adore ça parce qu'en fait, c'est 15 minutes par jour le matin au réveil. Tu sais, avant, je me mettais avec mon café, tranquille, posé, pendant que je promenais le chien en train de réfléchir tout seul dans ma tête à ma journée et à ce qui s'était passé la veille. Puis je me suis dit, mais tiens, je vais faire ça en podcast. Ça peut être assez fun. Et du fait d'avoir commencé, j'ai découvert d'autres podcasts qui sont comme ça. Et c'est génial. C'est génial parce que tu rentres dans la tête de quelqu'un, tu vois des erreurs, tu vois des conneries. C'est génial. Donc, bah voilà, j'ai commencé avec ça parce j'ai un très gros objectif pour l'année. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir le podcast en question. Euh, et puis, en soi, je me dis, j'ai envie d'aller aux US. Ça, c'est la première chose. D'un autre côté, je peux pas me dire, bah, va chier les gamins et puis je laisse tout ici. Ça colle pas. Donc, il faut que ce soit un modèle qui soit à la fois rentable et intéressant pour moi,
après, je suis en train de me poser de plus en plus de questions à quel point c'est pertinent pour nous d'aller aux US parce que ce qu'on fait en Europe, c'est entre guillemets nouveau. C'est-à-dire, il y a déjà des gens qui font des formations, il y a déjà des gens qui savent utiliser les outils qu'on met à disposition, mais l'IA est en train de gentiment se démocratiser. OK? Ça, c'est le point numéro un. Point numéro 2, c'est qu'aux US, ce qu'on fait aujourd'hui, il y en a des centaines. C'est-à-dire, ça serait se dire, je vais rentrer dans un marché où la barrière d'entrée est beaucoup plus haute. Donc, tu vois, déjà là, pour moi, je me pose la question à quel point c'est pertinent et intéressant. D'un autre côté, je me dis, Paris, pourquoi pas tester? Mais je pense que ce qui va finir par arriver, c'est que d'ici quelques temps, je vais me poser, puis je vais discuter avec Noura quand on aura aussi la liquidité financière et tout ça. On laisse toujours la maison en Suisse parce que c'est toujours un bien qui vaut beaucoup d'argent et que c'est intéressant de garder. Et puis, qui sait, aller faire une année à Paris, parce que là, tu dois bouger les gamins, faire une année aux US, ou faire peut-être 3 mois ou 6 mois, j'en sais rien. Le problème pour nous, en soi, reste toujours le même. C'est l'éducation des gamins. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a un système scolaire qui est excellent, euh, qui n'est pas encore au niveau du système scolaire norvégien, par exemple, mais qui est déjà très bien. Euh, et quand tu prends ça en considération, tu te dis, ouais, mais bouger mon gamin de l'école où il est, même si je vais le mettre dans les meilleures écoles privées, par exemple en France, ou même aux US, c'est pas le même niveau, c'est pas le même type de mentalité. Donc, je sais pas. Nous, aujourd'hui, tout va dépendre déjà de comment la boîte, elle explose, c'est-à-dire à quelle vitesse ça va grandir. Parce que là, on est en train de mettre en place des starter packs, on est en train de mettre en place beaucoup de choses. Et j'ai pas de doute que ça va très bien marcher, mais ça va être compliqué de démarrer. Mais quand ça va démarrer au quart de tour. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est assez compliqué parce que, bah, comme tu sais, si Flux vient déménager en France, mais il peut pas non plus derrière se dire, bah, je bouge demain, par exemple aux US. Il est obligé de rester X temps en France par rapport à son visa. Donc, voilà quoi. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Et en fait, mon raisonnement, il était dans ce sens-là. Si demain on se dit, bah, une fois par mois, vous venez par exemple passer 2, 3 jours à la maison, des chambres, j'en ai. Euh, Quand même, sur 400 mètres carrés de baraque, il y a assez de chambres. Qu'on puisse avoir un bureau, tous travailler ensemble, faire des journées collectives en soi. Est-ce que ce serait quelque Ouais. chose qui te motiverait? Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté dans le passé? Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, ce contact, cette présence pour le boulot ou pas, quand tu es en full remote? Bah, c'est la première fois que je suis en full remote. Avant, j'étais en full présentiel. Le full présentiel m'avait gonflé un maximum. Surtout en open space, je peux pas blairer l'open space. Infernal. Mais je pense que ouais, d'avoir quelques jours comme ça, en bosser en physique, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont plus simples à faire en physique. Et puis juste le fait de se voir et pas de voir que l'ordi de 14 heures par jour, ça pourrait être intéressant. Mais après, 14 heures les petits jours, hein. Mais après, Voilà. le fait d'aller aux US, moi l'idée c'était d'aller aux US pour aller sur le marché US, mais pas forcément en tant qu'entreprise pour démarcher des gens là-bas, mais on pourrait toujours travailler avec des clients européens, mais pour être à la source des nouveautés et des choses qui arrivent sur le secteur de l'IA. Parce que les US, bah, on en prend l'exemple sur Microsoft Copilot 365, ils vont sortir un mois avant là-bas. Les US auront un mois où on va se dire, vas-y, c'est rien un mois, mais dans le monde de l'IA, un mois c'est énorme. Un mois c'est énorme. Je Donc suis d'accord. moi c'était plus là l'idée, c'était aussi le fait de changer de culture parce que les Français, j'en ai jusque-là. Oh, quand Euh, même, hein. voilà. T'aimes pas ta baguette, toi. Mais euh, donc c'était plus dans cette idée-là, puis j'ai aussi changé d'air, vraiment. Donc mais si tu veux, on peut aller tester les US ensemble, hein, c'est avec grand plaisir. Et puis on reste un trimestre là-bas, on voit ce qu'on en pense. Si ça nous plaît et que la boîte elle aura cartonné, on ramène femme et enfants. Et puis Et puis yallah, voilà. CIF il reste là le temps d'eux, comme ça on a aussi un positionnement sur On, l'Europe. Et puis on après, le kidnappe, c'est bon, ça, c'est pas un souci. ouais, puis après on le Bah, ramène. Ouais.
Exactement. Bah, écoute, voilà, c'est cool d'avoir ton point de vue. On arrive gentiment à Et une Nora, heure. elle en pense quoi? Bah, pour Noura, c'est Tu sais? beaucoup si tu veux, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer aussi en ligne de compte. Par exemple, en Europe et en Suisse, plus précisément, le port d'armes est possible. C'est-à-dire que, tout le monde a son arme de l'armée à la maison. Par contre, c'est illégal d'avoir des munitions chez soi. D'accord? Parce qu'en Suisse, tu as les Ça journées sert de à grand chose tir. une arme sans munitions. En fait, c'est un cas de guerre. C'est-à-dire qu'en cas de Ouais, je sais guerre bien. en cas de guerre, ton arme doit être prête à utiliser. Les munitions sont stockées dans les casernes et ainsi de suite. Même dans les stands de tir, tu as beaucoup de points de ralliement exprès pour les personnes de l'armée. Ça, c'est voilà, mais c'est Mais du la détail. Suisse en guerre, ça existe ça? Plus neutre au monde, entre guillemets. Bah, écoute, le plus neutre au monde, mais J'ai ils bien sont dit quand entre même bien guillemets, ouais. armés. Ils sont J'ai quand dit même bien entre armés, guillemets. les gars. Non, tout ça pour dire que, OK, tu peux avoir ton flingue, mais tu ne peux pas avoir de munitions. Il y a que Mm. la police et en Corse, c'est pas tous les policiers qui peuvent avoir leur arme à la maison. Hem, Après, aux US, tu peux avoir le port d'armes. Ça, Ça c'est dépend quand des même États, non? Il y a pas une différence entre les États? non, parce que c'est dans la constitution. OK, Ce qui va varier, c'est la facilité de vente, pas le port d'armes. OK. Le port d'armes, tu peux l'avoir. Après, il y a des États qui te demandent des papiers pour avoir le port d'armes. Il y a d'autres États où c'est complètement libre. Mais du coup, bah, tu te déplaces, hein, tu vas en voiture, tu achètes ton arme et tu traverses la frontière et basta. Bref, la quantité donc de morts par arme, c'est beaucoup plus élevé aux US. Donc ça, c'est quelque chose qui te fait réfléchir. Le mode de vie, c'est aussi quelque chose qui fait réfléchir. La, hum, la barrière de la langue, parce que autant moi je suis très à l'aise en anglais, autant Noura beaucoup moins. Euh, Il y a beaucoup de Moi, c'est aussi pour facteurs. ça que je veux aller aux US. C'est pour finir à être bilingue. Là, je travaille tous les jours l'anglais, mais d'habiter dans un pays anglophone me permettrait d'être complètement bilingue. C'est le but aussi, Bah, moi, c'est ce qui m'a permis de perfectionner mon anglais, c'était le fait de travailler avec des anglophones tous les jours. bien sûr. Quand tu baignes dedans de 8 heures du matin à 5 heures, ça change. Donc, je pense elle serait plus partante, comme tu as dit, de faire 3 mois pour tester et voir ce que ça donne. Après, je sais que c'est aussi un rêve qu'elle a depuis toujours, c'est de partir Bien sûr. là-bas. Mais mon but, c'est aussi d'un jour me dire, bah, se tirer un mois ici, un mois là-bas, Ouais. vraiment voyager parce que c'est quelque chose que je rêvais quand j'étais plus jeune, encore plus jeune que toi. J'ai toujours rêvé de beaucoup voyager dans le monde, de voir le monde. Euh, Après, bon voilà, les choses ont fait que mon plus gros voyage et le plus gros de mes voyages, on va dire, ça a été en Suisse. Portugal, Suisse et Suisse-Italie. Mais j'ai quand même la chance de connaître plusieurs pays, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Euh, 5, 6, 7 pays, donc c'est pas mal. Après, voilà, c'est toujours compliqué à partir du moment où tu as des enfants. Mais voilà. Bah écoute, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voulais aborder cette semaine ou pas du tout? Non, non, on avait fait le tour, c'était Copilot, je voulais reparler de ça, mais on t'a Hmm. lancé le sujet, donc on a fait un bon tour Ah, en là-dessus. parlant de ça, j'ai juste une question. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas du coup un VPN pour pouvoir accéder aux trucs qui sont libres aux US? Moi, je l'ai fait, hein. J'utilise pour ça, mais Copilot, pour l'instant, il n'est pas dispo aux US, donc je peux pas y avoir accès pour l'instant. Et de toute façon, je suis un utilisateur Apple, donc je suis niqué pour l'instant. Tu sais que tu peux installer de Windows sur un Mac. Oui, oui, je sais, mais je l'ai pas fait pour l'instant. Non, je te C'est dis peut-être ça le parce que futur. moi, par exemple, sur l'hôtel, moi, je l'ai. Hein. J'ai mon tel, j'ai deux comptes Google, un compte Google Europe, un compte Google US. Et puis, j'ai le VPN qui est sur l'ordi. Quand j'ai besoin de tester un outil qui n'est pas disponible en Oui, oui, Europe, et tu te lances. c'est ce que j'ai fait OK. avec Trade au début quand ça marchait, avec les outils IA quand ils sortent là-bas au début. Mais Trade, on n'en a pas entendu parler d'ailleurs. Il n'y a plus Et bon, je sais pas où pas ça ce qu'ils en font. est parce que moi j'avais entendu des vagues, on peut appeler ça des bruits de corridor, des gens qui parlaient comme quoi il y a Android qui ont menacé le comité européen de ne plus jamais disponibiliser Android en Europe.
par rapport aux règles de confidentialité. Donc, il y a Ok. Google et Android qui leur ont fait un gros doigt d'honneur en disant: «Eh, soit vous arrêtez avec vos conneries, soit nous on se casse». Parce que d'ailleurs, en Angleterre, tu as Threads. Hein. Si tu es en Ouais. Angleterre, tu as Threads, c'est pas un souci. Normalement, en Suisse, on devrait l'avoir aussi parce qu'on n'a pas les mêmes règles de confidentialité, mais comme c'est des frontières qui sont beaucoup trop proches, bah, on se fait bouffer l'Union européenne. Merci les Allemands et les Français. Mais, euh, mais je veux dire, c'est de la façon que la protection de données est en train d'évoluer aujourd'hui. En fait, le comité européen est en train de paniquer sur des choses qu'ils auraient dû paniquer il y a 20 ans en arrière. Ils sont toujours en retard, c'est pour ça que je te dis qu'il faut se barrer aux US. Et C'est pour ça attends, que moi, je verrais plus l'éducation de tes enfants et de mes futurs enfants aux US qu'en France, hein. Honnêtement, je préférerais les éduquer là-bas qu'ici, hein. Sur ah ce que oui et j'en non. connais pour l'instant, oui. Si, Moi, si. je préférerais si c'est au niveau éducation, je préférerais le modèle européen, Pays mais du Nord, nordique. genre les Oui, Nordiques. oui. Voilà. Et les Suisses, ils sont très très proches hein, de ça. Bref, mais ce que j'allais te poser comme question, parce que ça, t'as as parlé de ça, et puis il y a une annonce, je l'ai lue, je sais pas où, il y a une annonce de l'État français qui dit on va intégrer des outils d'intelligence artificielle au sein de l'administration. T'as entendu parler de ça ou pas? J'ai vu tout à l'heure aussi au niveau dans les personnes étatiques. Ils veulent intégrer un outil juste pour ça. Créer un outil juste pour ça, ils sont en train de le faire. Alors, je suis épaté agréablement parce qu'ils ont quand même réagi assez vite, c'est-à-dire moins d'une année. Ouais. Pour des Français, ouais, c'est assez vite. Non, pour des Européens, pas les Français, pour des Oui, pour Européens. les... Ils ont quand même agi un mois, une année après, donc c'est très vite. Mais ce que la plupart des gens n'ont pas été voir assez loin, c'est le délai dans lequel ils comptent déployer ça. Moi, 10 j'ai vu ans. le début. Quoi? Moi, Le délai de déploiement complet, il est estimé à 10 ans. voyez, à 10 ans, ils sont cinglés, hein. Mais dans 10 ans, l'IA comme on la connaît, On sera à ChatGPT 70. non, mais ça n'existera plus. Ça sera des trucs complètement Ouais. différents. Il y aura Jarvis de partout. Ah, t'auras, tu sais, t'appuies sur la rayette, tu dis, «Hé ma chérie, tu me prépares, ça à manger», puis ta femme qui te regarde qui fait: «Moi? Non, non, je parlais, au robot en cuisine». Heu, tu as bref, ça m'a assez choqué, et surtout ce qui m'a choqué, c'est qu'ils font le communiqué par rapport à ça, et le communiqué par rapport au délai de déploiement, il est beaucoup plus bas, il est bien caché. Donc, et après, j'ai essayé de la retrouver, j'ai pas réussi. Je sais pas s'ils l'ont juste pas effacé parce que c'est honteux. Ah, miskin, hein, 10 ans. Bon, sur ce, bah, moi, j'avais pas pensé aussi de parler de ce qui se passe au niveau de Palestine, donc dans la bande de On en Gaza. parlera peut-être la semaine prochaine, parce que là, ça fait On déjà un bon bout de temps Voilà, que... ça fait déjà 1 heure, on parlera la semaine prochaine, mais si jamais c'est pas parler politique, c'est parler du fait qu'on a mis passé 48 heures pour avoir des débuts d'infos en Europe. Et je vais vous donner un petit exclusif, c'est que j'ai fait le tour, je me suis amusé, j'ai perdu une journée à le faire. J'ai fait le tour de tous les médias européens. Ils jouent tous, tous les mêmes informations. Et le pire, c'est que les informations les plus importantes, elles ont été complètement omises partout. Il y a un gars qui a fait un live au moment où ça a éclaté. 10 minutes après que ça a éclaté, le gars, il fait un live sur YouTube parce qu'il est en contact avec des gens de là-bas. Il a su, il y a un journaliste freelance privé, donc qui n'est pas associé à un journal, qui ne se fait pas payer par un journal, il se fait payer par les annonces sur son site internet, qui a tout déblaté. Il s'est fait restreindre en Europe parce que c'est soi-disant des propos haineux. Et je suis désolé, la seule chose qu'il a dit différent des autres médias, c'est qu'il a indiqué le vrai nombre de morts et qu'il a indiqué ce qui s'est réellement passé le premier jour. Mais on en parlera la semaine prochaine.
Allez, bonne journée, merci. Ciao.